ache kain ano kain ibe om nanani ere wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songota matemedia andi baratelima telima wada kaditro sojo la fiera pentiri ke la fiera ibe om nanani here mali on severa andi intérieur indox andi extérieur exdox songota matemedia do ani simanko apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo damatemedia bara no kanyi ibi umbara no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi 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 La radio malienne à l'ère de l'intelligence artificielle, innovation, éthique et souveraineté. Chers téléspectateurs, entendez là la thématique 2026 de la journée de la radio. Bonjour ou bonsoir à tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, dans quelle partie du monde vous nous suivez. À mes invités, je dirais bien évidemment bonsoir. Je commencerai par le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, M. Mamoudou Bokoum. Bonsoir, M. Bokoum. Bonsoir, Astanso. Bonsoir à tous les spectateurs de Advance TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la place des invités, nous avons également M. Issa Kaba Sidibé. Il est le directeur délégué de Renouveau TV. Bonsoir, M. Sidibé. Bonsoir, Astanso. Bonsoir à tes invités et bonsoir aux téléspectateurs. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, M. Sidibé, nous avons M. Badi Haïdara, statisticien, spécialiste en informatique décisionnelle, big data et intelligence artificielle. J'ai essayé de faire court. Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de venir participer à cette émission, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de technologie et de radio, parce que la radio aujourd'hui est vue comme quelque chose de vieux, dépassé, alors même qu'il y a des innovations majeures qui sont à travers le monde dont on pourra parler aujourd'hui. Avec plaisir, vous plantez déjà le décor de l'émission. Et l'un des derniers invités de ce plateau, c'est bien M. Diawara Moustapha, vous êtes vice-président de l'ACEP, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, Aslan. Merci d'être des nôtres pour cette émission. C'est plutôt moi pour l'invitation. Monsieur Bokoum, la radio, nous parlons aujourd'hui de ce médium, l'un des plus écoutés avec plus de 4 milliards d'auditeurs selon l'UNESCO. Alors, Monsieur Bokoum, dans le contexte malien, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle, la place qu'occupe la radio dans le contexte malien? Merci beaucoup. Comme vous le savez, la radio malienne est née suite, en tout cas surtout la radio de proximité, elle est née suite à la révolution de mars 91, lors de la conférence nationale où les Maliens ont demandé de libérer les ondes. Et suite à cette conférence, c'est comme ça que le pluralisme médiatique est né au Mali et les radios ont commencé quand même à s'installer dans la capitale par-delà à travers tous les pays. Aujourd'hui, ces radios vivent dans une situation un peu difficile, notamment des défis liés à l'insécurité, les défis liés aux finances, des défis liés au renforcement des compétences et surtout à cela vient s'ajouter le défi lié à la crise énergétique. Donc c'est dans ce contexte
cela, que les radios évoluent aujourd'hui, qu'à cela ne tienne, elles restent toujours avec leur mission, c'est celle d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et de former la population toute entière et partout où elle se trouve sur le territoire national. Alors, Monsieur Sidibé, la même question que j'ai envie de vous la poser, source d'information et de divertissement, de formation et d'éducation par excellence. Pour vous, c'est quoi la place de la radio? Merci Astan. Comme l'a dit Bokoum, la radio pour nous c'est le plus grand médium, les médias de proximité. La radio occupe une grande place. Surtout, nous sommes dans une société de parole. Notre société de parole fait que les gens aiment bien écouter quand on parle. Et parler, bien évidemment, c'est la radio. C'est pourquoi la radio a eu un grand succès lorsqu'elle s'est installée chez nous. C'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, elle a perdu un peu de son aura, mais il faut reconnaître aussi que la radio reste pour le moment les médias les plus suivis au Mali, parce que au-delà des capitales régionaux, au-delà de Bamako, il faut se rendre compte que les radios jouent un grand rôle, notamment pour l'information, le divertissement et tout ce qui concerne les communications et autres. Donc la radio reste pour moi le plus grand médium d'information au Mali. Monsieur Diawara, vous êtes de la presse écrite. Quelque part, la radio conforte votre position à travers vos écrits. Partagez-vous la vision selon laquelle la radio joue un rôle central dans la vie de la communauté? Tout à fait, Astan. Moi, je pense que la radio joue un rôle transversal. La radio reste le médium le mieux suivi, comme l'a dit mon frère Issa Kaba. La radio et la presse écrite évoluent dans un contexte de complémentarité. Dans un contexte de complémentarité parce que non seulement la radio est, on peut dire, la finition du produit de la presse écrite. Aujourd'hui, quand on fait le diagnostic des programmes des différentes stations de radio, on se rend compte qu'il y a assez des émissions sur la revue de presse. La revue de presse, certes, le format laisse à discuter, mais la revue de presse, c'est un peu une manière de donner une visibilité au travail journalistique de la presse écrite locale. Dans ce cas, on ne voit pas la radio comme un concurrent, on voit la radio comme un complémentaire, comme un partenaire avec la presse écrite, ne serait-ce qu'en faisant allusion aux différents genres journalistiques, vous verrez que c'est les mêmes genres journalistiques, à quelques exceptions près. Les papiers radio sont certes des papiers courts, mais ça a les mêmes connotations, la même vision, les mêmes principes de rédaction qu'un article de presse, sans parler de l'enrobé. L'enrobé, à la radio on dit l'enrobé, mais à la presse écrite on parle de filet ou de papier de fond. Mais voici entre autres un certain nombre de choses qui établissent la complémentarité la plus totale entre la presse écrite et la radio. Monsieur Aïdara, après plus d'un siècle d'existence, l'évolution s'est imposée à la radio. Logiquement, vous me direz, mais comment voyez-vous la radio malienne à l'ère de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Avant même d'arriver à l'intelligence artificielle, il convient de toucher 2-3 mots sur les technologies de diffusion. Historiquement, c'était la technologie DAB qui servait de broadcasting. Depuis 2007-2010, à travers le monde, on a d'autres technologies qu'on appelle DAB+, qui permettent de faciliter la diffusion en fonction des stations, de nécessiter des équipements à moindre coût et aussi, au-delà de la voix qui est transmise, de pouvoir transmettre d'autres informations. Et donc la radio aussi commence à rencontrer Internet. Et du coup, on ne fait plus les émissions comme avant. Dans la plupart des pays, on parle de radio souvent connectée. Vous savez, beaucoup de gens écoutent la radio, mais ce n'est plus à travers les fréquences hertziennes, c'est à travers Internet. Beaucoup de radios rediffusent leur signal sur Internet. Et pour revenir à l'intelligence artificielle, vous savez, les métiers seront amenés à être transformés. Il parlait de filets, de petits papiers, de différents formats, de structures à faire à la radio. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, avec l'intelligence artificielle, on peut
calquer, imiter la voix d'un journaliste, ça n'empêche pas de faire son travail de recherche, son travail journalistique, mais peut-être que c'est un robot qui va parler à sa place en direct lors de la radio et que ça ne sera pas lui-même. Et aujourd'hui, on est capable de le faire correctement. Je peux modéliser la voix de Issa Kaba, et si Issa Kaba doit animer des émissions à 23h et qu'il doit être en famille, à 23h, la voix d'Issa Kaba va passer, et je pense que les téléspectateurs ne seront même pas à même de savoir que c'est réellement Issa Kaba qui est en train de parler ou pas. Donc là, je ne parle pas du fait qu'on puisse enregistrer des émissions et les faire passer. C'est-à-dire que la notion même d'enregistrement disparaît. C'est-à-dire le contenu, le texte, le script qui doit être lu, le script est donné. C'est plus facile pour la radio parce qu'on ne voit pas la personne derrière, c'est l'audio qu'on entend. Admettons maintenant qu'on veut faire cette émission de manière virtuelle. Donc il va falloir une IA qui va imaginer le plateau, nous dessiner physiquement. Ça, c'est facilement identifiable par un humain. Mais en ce qui concerne la voix, aujourd'hui, on a des voix qui permettent de faire passer des émissions dont le contenu a été préparé par des journalistes. Ben, c'est la voix qui délivre cela. Quand je dis la voix délivre, attention, il ne s'agit pas de voix robotique, ni seront non, ça va être réellement la voix d'Issa Kaba. Les gens ne pourront même pas faire la différence. Donc, face à ça, le travail de journaliste, et ça c'est mon avis là-dessus à la radio, devra vraiment être un travail de journaliste pur, et peut-être certaines émissions qui ne sont pas en direct peuvent être non pas enregistrées en amont, mais l'IA peuvent les aider à préparer les émissions et à faciliter la programmation, etc. Et ça, c'est plus facile. Par exemple, les émissions de type brève, matinale et autres, qui sont des revues de presse. Un robot peut s'adapter à la voix des différents journalistes de la radio, et à chaque matin ou chaque 1 heure, la brève passe de manière propre, claire, par la radio. Donc ça ne veut pas dire que le journaliste sera remplacé, mais le travail de journaliste, ce n'est pas de parler au micro, c'est l'information qu'il travaille, la recherche qu'il fait, c'est ça le plus important. Et justement, ces outils-là vont lui permettre de se concentrer sur le vrai travail journalistique, au lieu de la partie enregistrement, calibrage des voix, des outils, tout ça peut être géré automatiquement. Alors, vous êtes rentré directement dans la thématique aujourd'hui. Monsieur Bokoum, radio à l'ère de l'intelligence artificielle, innovation, éthique et souveraineté. En quoi cette thématique reflète les réalités, d'autant plus que Monsieur Haïdara a évoqué un certain nombre de choses qui peuvent être remplacées, bien évidemment, à travers l'utilisation de l'IA. Vous savez, le monde évolue, les technologies également, il faut évoluer avec le monde. Je crois que le thème a été réfléchi, l'idée est partie du fait que ce nouvel outil peut nous aider dans le travail de tous les jours que nous faisons, mais attention, c'est vrai, quelle qu'en soit la façon d'imiter la voix pour faire une émission, l'IA ne peut pas permettre l'interaction d'un journaliste qui est en direct avec les auditeurs. Et la radio, c'est surtout l'instantanéité, l'interactivité. Et puis voilà, donc comme nous l'avons si bien dit, on peut utiliser vraiment ces outils-là de façon éthique, c'est-à-dire ces outils doivent nous aider quand même à aller très rapidement, mais ils ne doivent pas se substituer à l'homme. Ce n'est même pas possible d'ailleurs, parce que souvent, il y a certaines réactions qu'on fait à la radio, tout le monde le sait, c'est un média chaud, comme on le dit. C'est vrai, l'intelligence et les outils technologiques peuvent s'adapter aux choses, mais il y a certaines réalités qui sont là. C'est très difficile que cet outil puisse remplacer l'homme de radio en lui-même. Mais qu'à cela ne tienne, les radios sont condamnées aujourd'hui de migrer vers cela. Notamment quand on prend, c'est un statisticien, si tu as beaucoup de chiffres à déchiffrer, quand même à écrire un papier, tu interroges l'IA seulement, il te fait la statistique rapidement, il te trace comment vous appelez ça là, les diagrammes, etc., le graphique. C'est très facile comme ça. En ce moment, tu peux t'occuper à réfléchir sur comment tu vas quand même ficeler ton papier pour que tu puisses aller très vite. Pour nous, c'est un outil indispensable pour améliorer la qualité de travail de journaliste que nous faisons, de travail d'animateur que nous faisons.
mais il ne doit pas en aucune manière se substituer à l'homme de radio lui-même qui est appelé à être en face des auditeurs, parce que quand tu es à la radio, c'est comme si tu fais face à toute la communauté qui t'écoute, qui veut interagir avec toi, qui veut te répondre, qui veut prendre la parole et qui veut avoir la parole avec toi. Et là, je ne pense pas si une machine peut faciliter cette interaction entre quand même l'homme de radio et les auditeurs. Donc c'est indispensable, on doit. Mais attention, il faut savoir comment l'utiliser. C'est pourquoi le mot éthique dans la thématique a été utilisé. Maintenant, par rapport à la souveraineté, quelqu'un qui... Nous sommes dit, quand tu maîtrises ta communication, tu sais, c'est-à-dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit mettre à la disposition des auditeurs doit être maîtrisé par toi-même. Donc, cette souveraineté dans le travail des radios nous permet quand même de bien préparer, en tout cas, nos auditeurs, de leur dire ce que nous voulons qu'ils entendent, mais pas ce que l'autre veut qu'ils entendent. Donc, c'est mieux préparer l'audimat à mieux comprendre les notions utilisées, parce que c'est très important. Et les enjeux du moment. Donc, c'est pour vous dire que cette thématique a été réfléchie pour être en phase avec la réalité malienne, non seulement, mais aussi en phase du développement technologique, laquelle chose nous permet quand même de s'améliorer, d'aller très vite, comme la radio est rapide, plus que beaucoup de médias aujourd'hui, c'est ça l'instantanéité de la radio, ça nous permet d'aller très vite et tout en gardant la crédibilité et la confiance qui se trouve entre les auditeurs et nous. Monsieur Diawara, dans la thématique, nous avons deux notions qui sont citées. On parle notamment d'éthique, on parle de souveraineté. Que vous évoquent ces notions? Peut-être vous qui êtes au début de la radio, parce qu'on l'a dit, la presse écrite, c'est au début, vous êtes un complément quelque part aussi. À mon avis, quand on évoque l'éthique et la souveraineté, cela appelle à l'originalité. Vous savez, les outils de l'intelligence artificielle, d'abord, ça sonne artificiel. Alors, la radio, elle est plutôt ancrée à tout ce qui est vrai, à tout ce qui est vrai, à tout ce qui est original, à tout ce qui est vivant. L'auditeur aujourd'hui, il a envie d'écouter son animateur avec ses souffles, son intonation, la qualité de son timbre vocal. Certes, l'intelligence artificielle peut offrir quelque chose, mais ça ne va jamais être la même chose pour l'auditeur qui s'est fidélisé pendant des mois, des années avec cet animateur. Donc, on peut certes faire recours aux outils de l'intelligence artificielle, mais l'éthique des principes qui fondent le travail de la radio nous impose un certain nombre de réserves afin de ne pas prendre tout au niveau de l'intelligence artificielle. On peut certes se servir de certains outils. Je suis curieux de savoir le robot qui peut nous refaire Issa dans son décryptage de Renouveau Matin. Je suis très curieux de le savoir, mais je sais que ça ne va jamais être le même Issa qui vient souvent avec son sommeil difficile après la coupure d'électricité, qui a habitué ses téléspectateurs avec ses intonations, ses moments de respiration. Ça ne va pas être la même chose. Ça ne va pas être original. On a vu beaucoup de cas. C'est pourquoi l'éthique nous impose à pouvoir puiser dans l'intelligence artificielle afin de nous faciliter en matière de radio à pouvoir accomplir certaines tâches. Mais la mission principale au sein de la radio, elle est de 3 ordres, à savoir informer, éduquer et distraire. Dans ces 3 missions-là, l'artificiel n'a pas sa place. C'est pourquoi on fait recours à l'éthique. La souveraineté, c'est de pouvoir maintenir la radio dans son rôle de média classique. Lorsqu'on va remplacer les présentateurs par des robots, ça ne va plus être vivant. Ça va être quelque chose qui va apparaître comme les jeux vidéo, comme quelque chose dont l'information perd sa crédibilité. Alors que la radio, c'est le média classique qui reste souverain auprès des populations les plus lointains possibles. Les ruraux, leurs moyens de communication, leurs moyens d'information, leur médium préféré, c'est la radio. Donc la radio doit maintenir sa souveraineté et son éthique malgré la propension, malgré le développement des outils de l'intelligence artificielle.
Alors, M. Sidibé, pensez-vous qu'il faille obligatoirement intégrer l'IA au risque d'être obsolète avec les informations qui vont à la vitesse de la lumière? Bien évidemment. Contrairement à Moussaf et Bokoum, moi je pense que le choix de ces thèmes pour la célébration de la journée de la radio cette année est un bon choix, un choix judiciaire, parce que jusqu'ici, chez nous, les gens, je crois qu'on est en train de commettre l'erreur qu'on a commise depuis l'avènement de Internet. Nous, hommes des médias, on a toujours eu peur des innovations, de l'évolution de la science. Et la conséquence aujourd'hui, c'est qu'on s'est vu envahi par d'autres personnes sur Internet. On est en train de les combattre aujourd'hui. Et IA, c'est la même chose. C'est un acquis de la science. C'est un développement de la science. Nous, les professionnels des médias, devons saisir cette opportunité pour s'en servir, au lieu que d'autres personnes, encore une fois, comme ce fut le cas avec Internet, avec Facebook, avec TikTok, où on a vu d'autres personnes envahir notre maison et s'en approprier. Donc, c'est aussi la même chose. Si nous laissons passer IA aujourd'hui par peur ou par honte, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, quand tu dis que tu travailles avec IA, les gens ont l'air de regarder, surtout au niveau des professionnels, comme si c'est un peu de médiocrité, c'est un peu de paresse intellectuelle. Oui. De paresse intellectuelle, oui, supposons que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est indéniable. C'est le développement de la science. Il faut savoir l'utiliser. Je suis d'accord avec Moustapha lorsqu'il dit que IA ne peut pas me remplacer. Mais maintenant, il a parlé de l'éthique et de la déontologie. Il a parlé du traitement de l'information. IA ne peut pas le faire à ma place. IA ne peut pas choisir mon angle de traitement pour moi. IA ne peut pas savoir, oui, certainement qu'il a dit ça à un moment difficile. IA ne peut pas savoir ça. Dans quelles conditions l'interviewé a dit ça. IA ne peut pas. C'est à nous de faire ça. Mais il ne faut pas dissocier IA de notre pratique aujourd'hui. Parce que si on laisse ça encore, les choses vont évoluer. Et on a vu des pays qui ont même consacré des semaines à cela aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on reste à la traîne. C'est pourquoi ceux qui ont choisi de mettre ça au cœur de la célébration de la journée mondiale de la radio, moi je trouve que c'est un choix judiciaire. Alors, nous allons permettre à M. Aidela de réagir aux propos de M. Diawara. Juste après, on va revenir sur la notion de la souveraineté. Alors, M. Aidela, la préoccupation de M. Moustapha, M. Diawara, c'est de savoir, est-ce que quelque part c'est judicieux ou cela peut remplacer, l'IA peut remplacer convenablement sans qu'il y ait de nuances, sans qu'on puisse savoir dissocier le vrai et la voix imitée par l'intelligence artificielle de M. Sidibé? Alors, avant de revenir sur les préoccupations, je vais d'abord parler de d'autres usages complémentaires de ce que j'ai dit. D'accord. En termes d'accessibilité et de langue. Aujourd'hui, pour regarder du contenu, prenons les contenus vidéo sur Internet. Pour regarder du contenu vidéo dont la langue vous échappe, la seule solution qu'on avait, c'était les sous-titres. Avant, c'était ceux qui produisaient l'émission, qui produisaient les sous-titres dans différentes langues. Aujourd'hui, ce n'est plus l'être humain qui écrit les sous-titres. C'est l'IA qui écoute le contenu ou lit le contenu et génère les sous-titres et les affiche directement dans la vidéo. Ce n'est pas le futur. C'est déjà utilisé. Quand vous allez sur YouTube, la plupart des vidéos que vous voyez, les sous-titres ne sont pas produits par des humains. C'est généré. C'est automatique. C'est automatique. Au fur et à mesure, ça s'améliore. Même sur Facebook. Même sur Facebook. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on commence à voir? Chez nous, les gens ne savent pas lire. Aujourd'hui, le doublage est fait par l'IA. Vous êtes des hommes de médias, vous savez ce que c'est le doublage. J'enregistre ma vidéo en français. Je vais le doubler. La même vidéo, selon celui qui écoute sa langue, va l'entendre en bobo, en sénoufo, en bambara, en soreil. C'est l'IA. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Donc, comment vous allez faire sans l'IA? Vous allez devoir enregistrer l'émission en plusieurs langues et la diffuser à différents créneaux de votre programme dans plusieurs langues. Mais imaginez, quelqu'un qui est à Gao, il écoute, il entend le soreil. Quelqu'un qui est à Kaï, il entend le maraca. Vous n'avez aucun moyen de le faire sans l'IA, au même moment.
Mais vous pouvez avoir la tranche horaire de la version, comme aujourd'hui on fait le journal en français, et puis il y a la partie du Bambara, et puis on va essayer de planifier d'autres langues locales. Avec l'IA, le même créneau, la même radio que vous connaissez, différentes personnes vont entendre différentes langues. Il me semble que ça fait partie de vos objectifs d'accessibilité de la radio, que ce soit universel, que tout le monde puisse accéder, que ceux qui n'écoutent pas français, les langues locales, etc. S'il y a un point fort des radios, c'est bien ça, leur accessibilité. Mais pas que ça, pas que ça. Je finis, un point fort, j'ai dit. Maintenant, je rebondis sur ce qu'il a dit. Et je rejoins totalement Issa. Quelle est la valeur ajoutée dans le travail de la radio? Il y a plusieurs étapes avant l'émission qui est diffusée. Il y a plusieurs travails. L'idée de l'IA, c'est de faire gagner du temps aux journalistes pour la partie de la chaîne qui nécessite moins d'expertise humaine, qui a moins de valeur ajoutée, qui est moins critique, de déléguer ça pour vous donner plus de temps, pour vous consacrer à quelque chose de plus fondamental pour l'activité. Ça, c'est très important. Ça vous permet... L'IA ne va pas remplacer les activités qui nécessitent de la cognition et de la réflexion avancée. Comme il l'a dit, l'IA ne va pas te donner ton langue de traitement. L'IA ne va pas préparer ton émission, mais elle peut t'aider à la diffuser. L'IA ne va pas faire l'interview. L'IA ne va pas faire l'interview à ta place, mais elle peut t'aider à faire diffuser l'interview en plusieurs langues, alors même que ça s'est réalisé physiquement dans une seule langue. Donc, c'est quelque chose qui est inéluctable. Il faut plutôt voir comment l'IA va m'aider à me concentrer sur la partie de mon travail qui est le plus important, qui a plus de valeur ajoutée. Dans la plupart des domaines, c'est comme cela qu'on l'utilise. Je vais vous donner un exemple. Si vous créez une entreprise qui doit recevoir des pièces, les vérifier si c'est vraiment des cartes d'identité, ensuite valider les dossiers. Mais ça sert à quoi de mettre des gens toute la journée pour faire ça? Il faut les déléguer à d'autres tâches et un robot va analyser les images et décider si la pièce est valide ou pas avant de l'enregistrer. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec la radio, mais c'est pour que mes co-débatteurs de la radio comprennent que je ne suis pas spécialiste de la radio, mais ils doivent essayer de comprendre quelle partie de leur tâche ils aimeraient se débarrasser pour que ça soit traité automatiquement par des machines, dans le but de les faciliter. Et cette IA-là, sans leur aide, elle ne saura pas faire ce qu'elle doit faire. C'est eux qui vont guider l'IA. Et je finis sur ça. Aujourd'hui, la voix, le timbre d'Issa peut être imité par une IA. On peut même dire à l'IA, ce matin, Issa n'est pas très content. Donc, en parlant, il peut tousser, il peut parler doucement, il peut même avoir les mimiques de langage de Issa, les termes de Issa. Tout ça, c'est déjà possible. Seulement, ces technologies ne sont pas utilisées dans nos contrées, mais je vous garantis, c'est déjà possible. Moi, j'en doute fort. Hein. Je vais répondre pour dire que je pense qu'on se comprend. Hein. On est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on a dit ensemble pour résumer ce qu'on a dit? L'IA n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une fin en soi. La radio a des exigences, pas seulement l'accessibilité. La radio a un devoir de fidélisation par rapport à son auditorat, à ses auditeurs. Et aujourd'hui, si nous nous fions uniquement et exclusivement sur l'IA, je vous avoue que non seulement ça va faire émerger plus de journalistes paresseux, parce que ça, facilement, on a des productions qui sont faites par l'intelligence artificielle, on a des voix qui sont imitées, on a une programmation qui continue en chaîne. Les gens, on va fermer toutes les universités qui sont là à former des journalistes de radio. La radio a des exigences. La radio, on ne vient pas à la radio par hasard. On vient à la radio par amour. Et quand on est à la radio, on n'évolue pas par l'apport d'un outil ou de l'appoint de quelqu'un. On évolue à partir de ses propres qualités. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études, mais leur voix seulement leur donne une chance de pouvoir faire une carrière dans la radio. La radio est atypique, hein. Elle se différencie des autres médias. Et je vous avoue que sans l'originalité, sans l'apport de l'expression de l'amour du métier du journaliste ou de l'homme de radio, la radio ne répond pas
à ses fondamentaux. C'est ce que j'avais à dire. Alors, M. Bokoum, vous voulez réagir par rapport à la notion de souveraineté, parce que M. Kaba se posait énormément de questions par rapport à ce choix. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Je vais répondre à ça, mais en attendant, il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de choses. On n'a jamais dit ici d'épargner l'IA, de ne pas l'utiliser. Je suis content au moment où il dit que l'IA ne peut faire que ce que l'on lui demande. Donc, il ne peut pas se substituer à l'être humain. Mon incompréhension avec les gens, c'est le fait que des gens pensent que cette révolution technologique constitue une menace pour les radios. Moi, j'ai dit non, j'ai toujours clamé haut et fort non, parce que c'est une opportunité qui peut vraiment nous aider à 2 jusqu'à 3 choses. D'abord, ça peut nous aider à dépasser même les frontières de diffusion de notre circonscription. Deuxièmement, ça peut nous aider à avoir un nouveau modèle économique, surtout maintenant avec la situation qui est difficile. Quand on fait le système de streaming, avoir des émissions sur les plateformes, je ne sais pas comment vous le faites, mais je suis sûr et certain qu'avec les plateformes, ça peut générer de l'argent. Bon, comment on peut être contre ça? Moi, je dis, ces plateformes-là, d'ailleurs, ne peuvent même pas remplacer les radios parce qu'on ne travaille pas de la même manière, on ne fait pas la même chose, on ne suit pas une information de la même manière. Donc, on est complémentaires. C'est ce que j'ai dit. Avec les nouvelles plateformes, l'IA, tout ce qui peut contribuer à améliorer la qualité du travail, c'est boss. La seule chose qu'on dit que ça ne peut pas remplacer l'homme parce qu'il ne peut même pas... On est d'accord. Il ne peut même pas être plus intelligent que l'homme parce que c'est l'homme qui l'a créé. Là, il n'y a même pas de débat. Moi, j'ai dit, mais celui qui ne veut pas évoluer avec le temps, reste par derrière. Je l'ai toujours dit. Chaque nouvelle évolution technologique constitue pour nous une opportunité parce qu'on peut se servir pour améliorer la qualité de ce que nous faisons, pour nous faire gagner du temps. Il l'a dit, l'IA peut nous aider à faire une programmation. Ça se passe, ce n'est pas un problème. Mais on a dit que l'IA ne peut pas se substituer à l'homme dans le domaine de traitement de l'information, dans l'interaction des acteurs de la radio avec leurs auditeurs. L'IA a été beau et intelligente, elle ne peut pas savoir qui a appelé, il va répondre à Y par rapport... Je ne sais pas, en tout cas, ça reste à poser. Deuxièmement, le problème, c'est quoi? Là où on est aujourd'hui, on peut peut-être l'expérimenter à Bamako, mais quand on va à l'intérieur avec cette fracture numérique, c'est quasiment impossible. Deuxièmement, il y a manque de compétences en matière de ressources humaines dans le domaine des radios pour gérer ces outils-là aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai dit, ça évolue, on doit aller avec, mais il faut faire beaucoup attention. Par rapport à la souveraineté, pour revenir à votre question, je parle de la souveraineté de ce que la radio, du contenu de nos productions. On ne doit pas nous imposer ce que nous produisons et ce que nous donnons plutôt ce que nous proposons à nos auditeurs. Vous savez, chaque radio aujourd'hui, à l'intérieur, chaque contrée a ses préoccupations, a ses attentes, a ses réalités. Et la radio doit être souveraine de savoir, bon, moi je suis à Troukoumbe, pour parler un peu de mes cousins Marca, leur difficulté c'est quoi? Comment aborder leurs difficultés? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? La radio doit s'intéresser à ces informations-là pour mettre à la disposition de cette communauté afin de trouver une solution. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une information vienne d'ailleurs pour s'imposer au niveau des radios. Il faut qu'on soit souverain parce que une radio n'est créée que pour servir la communauté. Clairement. Et les réalités des communautés maliennes, tout le monde sait que ces réalités diffèrent. Ce ne sont pas les mêmes réalités. En fonction des communautés. Voilà, ce dont j'ai besoin à Mopti, ce n'est pas nécessairement ce dont mon frère a besoin à Gao, à Tombouctou. Et là, il faut que les radios aient cette souveraineté de savoir de quoi son auditoire a besoin, de quoi sa communauté a besoin pour pouvoir produire des contenus dans ce sens. C'est pourquoi j'ai dit on ne doit pas nous imposer ce que nous devons faire, mais il faut qu'on le fasse en fonction des besoins, des réalités, des attentes des communautés qui nous écoutent. Moi j'appellerais cela contenu local au lieu de souveraineté et autres. Moi j'appellerais cela contenu local. Moi j'appellerais cela contenu local. C'est selon. Peut-être c'est apprécié comme ça. Okay. Ce n'est pas la parce souveraineté que cette histoire de souveraineté la souveraineté politique. C'est la souveraineté éditoriale. Et il faut quand même faire attention avec cette question de souveraineté. Ah, mais on est dans un contexte où c'est devenu la mode, mais il y a la souveraineté éditoriale. On est souverain de choisir qu'est-ce qu'on va traiter. Okay. C'est une souveraineté.
Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, les radios doivent rester sur leur mission. Ok. Sur l'objectif pour lequel elles ont été ouvertes, sur la vision, les différentes lignes éditoriales que chacune des radios a choisi pour elle-même. Ce n'est pas à X ou à Y de dire à une radio de Caille ou de Kidal de traiter de telle ou telle information, mais de proposer un contenu. Les communautés ont besoin de proposer un contenu. Il peut y avoir un contenu qui concerne toute l'étendue du territoire, notamment les campagnes de sensibilisation sur la santé, mais des productions locales, là, on ne doit pas recevoir des X ou des Y, une quelconque injonction pour nous demander de faire ceci ou cela. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la souveraineté politique, mais c'est la souveraineté éditoriale. D'accord. Je pense que les violons sont accordés sur la notion, sur la notion de la souveraineté. Monsieur Diawara, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, est-ce que pensez-vous qu'il faille mettre des mécanismes en place pour que la préoccupation que vous avez soulevée, que l'homme ne disparaisse pas pratiquement, que les papiers ne soient pas juste des papiers faits par un prompt et qu'à la première lecture, on se rende compte tout de suite que le prompt a été généré? Oui, on peut mettre des mécanismes si réellement on maîtrise cette affaire. En réalité, même M. Aydra, qui reste un spécialiste dans le domaine, ne peut pas nous dire tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui, ne serait-ce qu'en matière de radio. L'IA, c'est quelque chose qui est tombé, qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse l'entendement, on ne maîtrise pas d'abord. On peut mettre des mécanismes si réellement on maîtrise là où ça peut arrêter. C'est pourquoi on parle de souveraineté, afin que ce qu'on a ne soit pas perdu au profit de ce qu'on ne maîtrise pas d'abord. Vous m'excusez du terme, je vais parler par exemple de l'histoire des poupées gonflables. Vous avez vu que ça n'intéresse pas tout le monde parce que c'est pas vivant, c'est quelque chose qui accomplit pas tout ce que le désir demande, tout ce que l'humain dans ses besoins naturels demande. Dans ce cas, ça va être la même chose pour l'IA. Et ces médias classiques subsisteront aux effets positifs que négatifs de l'IA. Dans ce cas, on mettra des mécanismes si on le maîtrise. Maintenant, s'il y a des garde-fous à mettre, c'est de pouvoir songer à un certain nombre de facteurs qui sont indéniables à la vie de la société. Aujourd'hui, on ne peut pas licencier des personnes humaines parce qu'on a des outils qui peuvent les remplacer. Carrément, ça c'est pas, moralement, ça ne passe pas. La deuxième chose, c'est le respect à son public. Le public est accroché à cette station de radio, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dont il tire son compte. Je vais vous raconter une petite anecdote, ça c'est par rapport à la presse écrite. On a longtemps parlé de la perte, de la mort de la presse écrite avec le développement du digital, mais nous avons eu des lecteurs qui nous disent si nous ne recevons pas nos journaux, nous ne ressentons pas l'information parce que le toucher des doigts aux pages, ça nous donne une certaine sensation que ni le digital, ni le truc. Et c'est la même chose qui se passe avec l'IA. C'est pourquoi j'ai dit que je suis curieux de savoir les outils qui peuvent remplacer les humains. Par exemple, aujourd'hui, sur les différentes plateformes, les vidéos, les trucs qui passent avec les voix robotiques, n'impressionnent personne. D'ailleurs, on les classe parmi les fake news. Même si c'est fondé, dès qu'on entend ces voix-là, on dit « Ah ben ça c'est des fake news » parce qu'on sait que ce n'est pas original. À mon avis, on doit avoir d'abord maîtrisé ces outils, pouvoir les accéder, avoir les moyens de pouvoir les accéder, afin de pouvoir mettre en place les mécanismes qu'il faut. Alors, M. Aydara, on sait que par rapport à l'utilisation de ces outils, très peu de personnes sont quand même axées à déverser de l'argent parce que la performance de l'outil aussi dépend du coût qui est injecté là-dedans. Mais par rapport à tout ça, est-ce qu'aujourd'hui au Mali, on peut vraiment faire la part des choses? Est-ce que les préoccupations, par exemple, d'une population qui vit dans les contrées de Caille ou encore à Kidal sont pris réellement en compte par l'outil aujourd'hui? La possibilité d'enregistrer une émission une fois et de la diffuser dans toutes les langues du Mali, ça rentre dans quel cadre? Sans avoir à réenregistrer l'émission plusieurs fois, à trouver l'intervieweur nécessaire, les interprètes nécessaires. Si j'appelle Issa Kaba qui parle Bambara, je l'ai interviewé en Bambara. Je veux que d'autres personnes qui ne parlent pas Bambara le comprennent. Classiquement,
avec la méthode, je vais les appeler les anciens pour les taquiner un peu, avec la méthode des anciens, on fait comment? Soit on a des interprètes, soit on fait du doublonnage, etc. Quand on est à la télé, on diffuse. On vous dit tout simplement que l'IA vous permet de faire ça de manière plus simple. Et d'ailleurs, quelque chose d'important à retenir, il parlait des vidéos qu'on voit avec des voix IATiques, on dit fake news. Moi, je ne parle pas de ces technologies-là. Ça, c'est les technologies IA. Ça, c'était le niveau de génération audio d'il y a 15 ans. Okay. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de... Même toi, on fait une conversation avec ta propre voix. Excusez-moi de la parenthèse en bambara. Est-ce qu'elle tenait? C'est le niveau de perfectionnement qu'on est en train d'atteindre. Maintenant, la technologie prend du temps avant de quitter la sphère de la recherche pour arriver dans le monde occidental. Ensuite, avec le retard des Africains, arriver dans le monde occidental. Je vous rejoins. S'il s'agit d'avoir des émissions de genre avec les vidéos générées de l'IA qu'on voit par des fake news en général, c'est clair que ça n'a aucune utilité, ça transmet aucune émotion, ça travaille aucun rapport avec les auditeurs. Moi, je ne parle pas de cela. Je vous parle de technologies que le commun des mortels, ceux qui ne sont pas dans la recherche sur le domaine comme moi, verront apparaître d'ici 10 ans. Maintenant, il faut qu'on soit vraiment clair là-dessus. Si vous prenez l'un des volets les plus importants de l'IA qui pourrait intéresser et les médias, que ce soit télévisé, que ce soit radio ou presse écrite, c'est la question de la langue et de l'accessibilité. Là où l'IA est très bon, va traduire... Oh, avant, les gens payaient des traducteurs pour traduire des documents. Même les sociétés de traduction aujourd'hui qui existent, ils font traduire par l'IA d'abord, ensuite un humain contrôle. Ça ne remplace pas l'humain, mais ça lui permet de traduire plus de documents en peu de temps. Ça lui permet de travailler. Si ça lui prenait une journée pour traduire un rapport de 30 pages, ça va lui prendre quelques heures. Mais il est toujours là. On a toujours besoin de lui pour calibrer les choses. Donc, ça vient vous aider. Ça vient vous appuyer. Ce n'est pas une opposition. Et je répète, les acteurs de radio qui sont là, je les encourage à essayer d'identifier les tâches sur lesquelles ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée, qu'ils peuvent déléguer. Il y a un aspect important qu'on n'a pas dit, la question du modèle économique. Issa Kaba parlait des web médias et autres. Je vais creuser l'abcès et le dire. Je ne suis pas des médias, mais je peux le dire. Beaucoup de médias en ligne qui diffusent sur les différents réseaux, ils gagnent plus d'argent que les médias classiques. Bien évidemment. L'argent est le nerf de la guerre. Vous allez disparaître si vous ne rénovez pas vos modèles économiques. À l'époque, l'un des hommes les plus riches du monde, je finis sur ça, Jeff Bezos. Oui. Ce que vous avez dit, ça m'a rappelé un peu l'évolution de la librairie et de l'édition. 80% des livres qui se vendent aujourd'hui, c'est digital. Il y avait des gens comme vous, ce n'est pas péjoratif, qui disaient à l'époque, non, quand on touche le papier, là, il y a un feeling. Ce que vous ne savez pas, c'est que les générations changent. Vous qui pensez ça, vous allez vieillir. Ceux donc qui vont venir, ils s'en foutront de ce que vous dites. Ils n'auront pas le même rapport. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je ne fais pas une analyse empirique tout de suite. Je me projette dans la dialectique du futur. Les nouveaux acteurs de demain, quels seront leurs rapports aux médias? Vous n'êtes pas sûr que c'est les rapports que vous citez aujourd'hui. Hein? Vous n'êtes pas sûr. Personne ne pensait qu'on allait acheter des livres parce que le côté de toucher le papier, aujourd'hui on en est où? Moi j'ai mon reader dans ma voiture, il y a à peu près 1000 livres dedans. Je me promène avec. J'ai encore des livres papier, mais c'est des livres anciens que je ne peux pas retrouver en livre numérique. Et mais 100 ans après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est une collaboration. Comme il a dit, à chaque technologie, il y a des défis. L'IA présente des enjeux éthiques très sensibles, de propriété intellectuelle et de savoir l'utiliser très sensible. Ça peut être un outil très, 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 très dangereux. C'est quelqu'un qui travaille avec ça qui vous le dit. Mais cela ne doit pas nous amener à rater le train. Et je répète, la question du modèle économique est importante parce que l'IA vous permet d'aller sur de nouveaux types de modèles économiques. Et le modèle économique, c'est ça qui va déterminer votre survie. Les médias ont deux choix, je finis là-dessus, que ce soit radio. Soit avoir des modèles économiques innovants, soit dépendre de mécènes qui vont les dicter leur ligne éditoriale selon leurs intérêts capitalistiques. C'est ce qu'on est en train de voir dans beaucoup de pays en Occident où il n'y a plus de médias souverains.
c'est celui qui finance qui donne sa ligne. Si ça touche à des intérêts, il je voulais juste rejoindre Aïdara. Les deux autres, ils sont plus âgés que moi. Moi, je suis réaliste. Ce que Moustapha a dit, je suis entièrement d'accord avec lui, mais il y aura des pertes d'emploi. Il faut être réaliste. Ceux qui ne vont pas perdre leur emploi, c'est ceux qui vont accepter de s'adapter, de se former, d'accepter l'IA. Lui, en tant que promoteur de radio, on lui donne le choix d'utiliser 3 personnes qui maîtrisent IA, qui peuvent lui faire tout ce que Badi a dit, qui peuvent imiter lui sa voix pour une émission, ma voix pour une émission, la voix de Moustapha pour une émission. Les autres, on les met dehors. On a besoin que de beaucoup, lui promoteur, Moustapha, lui qui a le gros diplôme, moi j'ai une belle voix. On m'engage. Les autres qui ont des bras cassés, on les dégage. On a besoin que de 3 personnes pour faire la radio. En ce moment, lui, il aura un autre modèle économique. Parce qu'il va mettre sa radio non seulement sur Facebook, sur TikTok et autres. Et au lieu de vivre des communiqués et de la communication, il va vivre des nombres de vies de la radio sur TikTok. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il faut accepter de s'adapter, de se former. Parce qu'il va obligatoirement y avoir perte d'emploi. Et ceux qui vont perdre leur emploi, ce sont ceux qui n'ont pas accepté de se former. Nos aînés, quand nous on commençait, quand on disait à nos aînés que moi j'amène une machine à la rédaction, ils me disaient, mais toi tu es paresseux. Moi, mon premier formateur, il m'a dit que mais il faut d'abord écrire en manuscrit. Et il y a une secrétaire qui tapait quand nous on commençait. Quand nous on commençait à la radio, moi j'ai été formé à l'URTM, on avait des ciseaux pour couper. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a Adobe, on vient, on prend la machine, on traite la voix. Donc il faut accepter. Et ça aussi, les secrétaires ont perdu leur emploi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa machine. Tu viens, tu tapes et puis tu donnes. Alors, et il y a aussi, c'est ça. Les secrétaires ont perdu leur emploi. Certains, les techniciens des radios et autres vont perdre leur emploi. Et ceux qui vont accepter de se former à l'IA vont rester dans les rédactions et dans les radios. Les radios ne vont pas disparaître, mais ceux qui ne seront pas formés vont disparaître. Alors, oui, monsieur Diawara, pratiquement, nous sommes pris par le temps, mais par rapport à une utilisation plus responsable, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est indéniable, il faut s'adapter à l'évolution au risque de disparaître. Pour ces réalités qui se sont posées aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien qui avez vécu l'ancienne époque quelque part, qui êtes en transition dans cette nouvelle génération, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs, à ces téléspectateurs, aux lecteurs, aux internautes, par rapport à l'utilisation plus responsable de ces intelligences artificielles? Oui, l'utilisation responsable, c'est une utilisation qu'incombe un bon chef, un bon père de famille. C'est des principes moraux qui sont imposés à tout membre de la société. On ne peut pas se permettre de vouloir plagier quelqu'un, sachant bien que en termes de comparaison de valeurs intrinsèques, que c'est se diriger à acquis son savoir de manière honnête et digne. Et moi, intelligent, ayant eu des connaissances sur l'utilisation de l'IA, je vais le dominer et le faire disparaître. Ça, c'est indigne, ça ne pourra pas passer. Excusez-moi du terme si ça a été fort. Ça, c'est un peu un principe moral qui doit animer tout utilisateur de l'IA. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire, c'est que en termes de la promotion de ces outils, on a l'impression qu'il y a des éléments de langage qui sont bien préparés. C'est comme les coachs de développement personnel. Quand ils viennent, ils te disent, demain, lève-toi sur ton pied droit, va droit, là, tu as gagné ta vie, tu ne tomberas plus. Il ne faut pas aller tout droit vers l'appui, sinon tu vas te faire harakiri. Voilà, entre autres choses qu'on doit comprendre. Ce n'est pas pour rien que nos dirigeants décrètent une année de l'éducation et de la culture. C'est un appel de pied à nos valeurs ancestrales, à nos traditions. Le Mali a une tradition orale. Aujourd'hui, vous pouvez dire certaines choses par téléphone, mais vous pouvez dire certaines choses par téléphone, mais il y a certaines choses qui ne seront jamais dites par téléphone. C'est connu de tout le monde.
Et jusqu'à présent, ces valeurs-là sont ancrées dans nos sociétés. Et moi, je suis très sûr que si nous embrassons nos valeurs, nous allons vivre sans envier ceux qui se sont donnés à l'utilisation de ces outils-là, à mon avis. D'accord. Alors, M. Bokoum, nous allons faire un dernier tour de table par rapport à cette question utilisation de l'IA, la problématique pour certains, comme quoi elle va remplacer le travail de l'homme. Une dernière réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Encore une fois, il faut qu'on soit clair. On ne réunit pas l'IA, personne ne peut le faire. Je l'ai toujours dit, il faut évoluer avec. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Un petit exemple, un reporter qui va sur le terrain aujourd'hui, il met le sujet, il interroge l'IA pour générer un document, un papier. Souvent même les questions de précision que tu relances pour avoir plus d'informations, la personne oublie d'effacer ça, tu lis ça dans les articles. Alors, est-ce que vous pensez que cette utilisation, elle est bonne? Une utilisation plus éthique? Exactement, parce que quand vous utilisez ça, l'IA va te donner des choses qui sont déjà produites, tu risques de tomber dans le plagiat. Et c'est très honteux pour un journaliste de reproduire un texte qu'un autre confrère a reproduit. Vous n'êtes pas de la même zone, vous n'êtes pas dans le même pays, mais le texte qu'il a pris, toi tu as mis... Comment on appelle le sujet seulement. Pas bon. Donc pour ce que j'ai toujours dit, si le monde évolue, on évolue avec le monde. Comme on l'a dit, la science sans conscience n'est que de l'âme. Donc on utilise ces outils-là pour se servir avec. Il ne faut pas que ces outils-là se servent de nous. Il faut être très précis sur la question. Par exemple, la traduction qu'il vient de dire, là, faire une émission aujourd'hui, traduire dans toutes les langues au même moment et que chaque localité puisse recevoir ça dans sa langue qu'elle comprend. Mais qui va refuser ça? C'est-à-dire c'est un coût, ça te fait même gagner de l'argent parce que tu ne procèdes pas encore à payer la traduction. Ça c'est important. Et ça, il a travaillé sur... C'est-à-dire l'IA t'a aidé à faire cette traduction, mais l'IA n'a pas fait l'émission que tu as réalisée. Ça reste toujours ton émission à toi qu'on traduit. Parce que la traduction même humaine qu'on fait après là, c'est des hommes qui vont le faire, ce n'est pas toi. Mais tu as enregistré ton émission au même moment, instantané. La radio, c'est l'instantanéité. Le mot revient. Voilà, rien de plus... Quoi de plus beau d'avoir une émission tout de suite en français et que les Maliens de Kaï à Kidal les reçoivent dans leur langue. Mais qui peut refuser ça? Personne ne peut refuser ça. Mais ce qui a été dit, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. C'est tout. L'IA ne peut pas... Et puis n'oubliez pas que nous sommes au Mali. Quelqu'un l'a dit, on est dans un pays d'oralité. On est dans un pays où les gens ne sont pas trop excusez-moi, voilà, l'éducation en tout cas moderne n'est pas avancée. C'est beaucoup de Maliens. Je ne dirais pas qu'on est analphabète, mais beaucoup de gens manquent de compétences. Mais même ceux-là qui évoluent dans les radios, parce que quand vous partez dans les radios aujourd'hui, la majeure partie des acteurs de ces radios à l'intérieur, ce ne sont pas des gens qui sont partis à l'école, hein. C'est des gens qui ont aimé ce métier-là par amour et de l'enforcement de compétences à renforcement de compétences. Ils ont pu s'imposer dans leur localité et ils ont pu vraiment jouer ce rôle de stabilisateur, de communicateur, d'interprète, de tout pour la communauté. Donc, c'est ce qu'on a dit. L'IA ne peut pas le remplacer. Mais le travail que ces gens ont fait... pour les traduire, pour faciliter, programmer la nuit. Moi, je suis chez moi, programmer automatiquement, faire une programmation d'une journée ou de 2 semaines. Ça me permet de gagner le temps à le faire. Mais toujours est-il que le contenu que nous avons produit, c'est ce contenu qui va être pris et l'IA va travailler à notre place. C'est tout. C'est-à-dire personne n'a refusé. En tout cas, moi, je ne refuse pas tout développement, en tout cas toute évolution technologique, mais comme je l'ai dit, il faut l'utiliser de façon éthique et déontologique. Alors, 2 mots rapidement, nous allons boucler. De toutes les façons, je l'ai dit, l'IA peut présenter de grands dangers. Excusez-moi du terme, je vais utiliser un mot un peu vulgaire. Quand vous êtes bête, l'IA vous rend plus bête.
Quand vous êtes intelligent, l'IA vous rend plus intelligent. Et je pense que nous allons terminer sur ça. Monsieur Sidibé, rapidement, hein, en 2 mots. Rarement, je suis toujours en le micro, sur la même longueur d'onde sur mes 2 aînés, avec mes 2 aînés, mais cette fois, je ne suis pas du tout d'accord. Et j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres émissions sur le même sujet. Parce qu'en quoi il est mauvais qu'un reporter vient rapidement, parce que la rédaction, ça va vite, qu'un reporter vient rapidement générer un reportage, le proposer à son rédacteur en chef. Ça facilite le travail, ça va vite. Aujourd'hui, il faut accepter. On ne peut pas aimer les chiens et refuser saquer. L'IA, autant tout ce que Badi a dit de bien fait partie de l'IA, autant les petits moyens que les jeunes reporters utilisent aussi, il faut accepter de les former. Ce que vous avez dit, ce qui amène avec les questions interrogatoires, il faut les enlever, il faut les former. Mais dans ce cas, il ne faut pas l'envoyer sur le terrain, tu mets le sujet seulement, ça va générer. Non, monsieur. Amener à faire le travail rapidement. Ça va l'amener à faire le travail rapidement. Non, pour conclure, Hassan, un seul mot. Moi, je pense que quand on est en désaccord avec ses aînés, l'IA te rendra encore plus en désaccord avec tes aînés. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, sur ce plateau, nous avons le directeur délégué de Renouveau TV, Monsieur Issa Kaba Sidibé. À ses côtés, nous avions Monsieur Moustapha Diawara, Monsieur Moustapha Diawara, vous êtes vice-président de l'ACEP. Nous avions également Monsieur Badi Aïdara, statisticien, spécialiste en tout ce qui est question d'intelligence artificielle ou en informatique décisionnel, c'est bien ça. Et nous avions également sur ce plateau le président de l'URTEL, M. Mamoudou Bokoum. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et nous terminons par cette citation qui dit « La radio marque les minutes de la vie, le journal, les heures, le livre, les jours ». Fin de citation, et elle est de Jacques Lacrette. Excellente réflexion et bonne suite de programmes sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Abara